Petit conseil pour pimenter sa vie de couple. Et oui, au début, c'est tout feu, tout flamme. On adore l'autre, on l'idéalise, c'est le bonheur. Après, on s'installe ensemble, les habitudes arrivent et on se retrouve dans une situation qui est confortable, mais parfois, on se laisse un petit peu aller. Donc il ne faut pas oublier de mettre un petit peu d'épices, un petit peu de piment, pas du mauvais côté, pas en créant des conflits, mais en surprenant un petit peu l'autre. Ça, c'est important. Donc je pense qu'il faudrait se challenger une fois par mois à surprendre son ou sa partenaire en analysant ce qui lui fait plaisir et en lui réservant une petite surprise. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui demande de l'argent, mais voilà, une petite aventure, un petit truc qui lui ferait plaisir. Voilà, je pense que c'est super important de faire ça. Ça peut être un petit dîner aux chandelles, surprise, à la maison, ou ça peut être, je sais pas, son petit plat préféré, ou proposer une activité, cuisiner ensemble si vous aimez. Si vous aimez plutôt l'aventure, lui dire allez, prends tes affaires, on va se faire une petite nuit, je sais pas, en bivouac. Bon, faut qu'il fasse chaud, sinon vous allez vous cailler. Mais voilà, je pense que ça demande, faut pas oublier de faire ce petit effort. Des fois, on se laisse un petit peu aller, on est bien, mais c'est très important. Messieurs, ne tombez pas dans le piège des conseils de magazines féminins. On vous dit de pimenter votre vie de couple avec des petites surprises et des dîners romantiques pour briser la routine. Mais la vérité est bien plus froide. Si l'attraction s'éteint, ce n'est pas par manque de bougie, c'est par manque de polarité. Le confort est l'ennemi numéro 1 de la séduction. Quand vous emménagez ensemble et que vous vous laissez aller, vous devenez prévisible, acquis et finalement inintéressant. L'effort ne doit pas être dirigé vers l'autre pour le rendre heureux, mais vers vous-même pour rester l'homme qu'elle a eu peur de perdre au début. Une femme n'a pas besoin d'un organisateur d'événements. Elle a besoin d'un homme qui garde son mystère, son ambition et son cadre. Si vous passez votre temps à essayer de surprendre votre partenaire pour compenser le vide de votre quotidien, vous agissez en position de demande. La vraie clé pour éviter la routine, c'est pas de cuisiner ensemble, c'est de continuer à être une source d'admiration. Ne devenez pas le colocataire sympa, restez l'homme de valeur qui n'a pas besoin d'artifice pour captiver l'attention. Le piment, c'est votre caractère, pas votre plat préféré. Un homme qui est radin au début le sera tout au long de la relation. Il n'y a pas de au fur et à mesure, il va devenir plus généreux et te donner de plus en plus au fur et à mesure que la relation se solidifie. Absolument pas. La générosité n'a rien à voir avec le timing. Quelqu'un qui est généreux, il est généreux par nature, avec toi, avec son entourage, avec tout le monde. Donc c'est un trait de caractère, c'est pas une faveur qu'il te fait, ou c'est pas... Et si c'est manufacturé comme ça, dans tous les cas, ça ne pourra jamais durer dans le temps. Quelqu'un va faire un effort une fois, deux fois, trois fois, et c'est pas qui il est. Tu ne peux pas changer la personne. Donc si il te montre dès le début qu'il n'est pas investi et qu'il est radin, next, ciao. Ce discours est une tentative de normaliser l'accès immédiat aux ressources de l'homme comme preuve de son caractère. En qualifiant de radin ou d'avare, un homme qui ne dépense pas massivement dès le début, l'intervenante ignore volontairement la stratégie de filtrage masculin. Un homme de valeur ne donne pas par nature à une inconnue. Il investit là où il voit de la loyauté et de la valeur ajoutée. Qualifier la générosité de trait de caractère inné est une manipulation visant à culpabiliser les hommes qui pratiquent la prudence financière. Pour votre audience, le message est clair. Une femme qui exige une générosité totale avant même que la relation ne soit consolidée ne cherche pas un partenaire, mais un distributeur automatique. La véritable générosité masculine est une récompense pour l'investissement émotionnel et la fidélité d'une femme, pas un droit d'entrée gratuit. Et du coup, quels sont les défauts? Car il y en a forcément. Évidemment, j'ai jamais dit que j'étais parfaite, les gars. On se calme. J'ai envie de vous proposer une première question. C'est quoi un défaut? Personnellement, je considère un défaut comme étant un trait de personnalité qui va nuire à ton entourage ou aux gens qui t'entourent, les gens que tu aimes.
Du coup, faisons la liste de mes défauts. Mes défauts, pour moi, ne sont pas vraiment des défauts. Encore une fois, ça dépend à qui ça s'adresse. Je suis extrêmement exigeante. Mais je suis exigeante pourquoi? Parce que déjà, je suis extrêmement exigeante avec moi-même. J'ai toujours fait en sorte d'être la meilleure version de moi, que ça soit en amitié, en amour ou peu importe, avec les gens qui m'entourent. Ensuite, un défaut que vous m'avez donné, parce que vous adorez me donner des défauts, c'est que je ne suis pas humble, je ne suis pas modeste. Pourquoi je serais modeste avec moi-même, étant donné que je considère être là, à l'heure actuelle, la plus belle version de ce que je n'ai jamais été. Donc du coup, avoir confiance en moi aujourd'hui, c'est pour vous un défaut. Donc le fait d'exprimer mes qualités, de vous dire que je suis cette personne, que je le pense et que je le suis, pour vous, c'est un défaut. Je suis égoïste. J'ai aussi une explication par rapport à ça. Être égoïste, pour eux, c'est quoi? C'est que mon bonheur est en priorité. Je l'admets parfaitement, je l'assume totalement. Pour moi, personnellement, les gars, le bonheur, c'est propre à chacun, ça ne dépend que de vous. Donc, moi, mon bonheur, c'est ma priorité. Si je considère que telle chose et telle chose que j'ai besoin pour mon bonheur, ça passe en priorité par rapport à vous, eh ben, alors, d'accord. Ensuite, on va me dire, tu es trop dépensière, Hilo. Tu dépenses trop ton argent. J'ai œuvré toute ma vie pour ne plus devoir compter, pour ne pas avoir de budget. Pourquoi aujourd'hui, je devrais absolument avoir un budget? Parce que la normalité, les gens en général ont un budget, ils font attention, ils préfèrent avoir de l'argent de côté, voire même beaucoup de côté. Mon argent, c'est pour le dépenser. Je l'investis aussi. Je suis narcissique. Je m'aime. Je suis imbu de ma personne. Je suis devenue ce que je suis aujourd'hui grâce à moi, grâce au fait que j'ai voulu être la femme que je suis aujourd'hui. C'est juste que je ne rentrais pas dans les codes quand j'étais petite. J'étais plus grande, j'étais un petit peu ronde et donc du coup j'ai énormément souffert de mon physique et de la critique des gens et du regard des gens. Certains aussi pouvaient dire aussi que je suis un peu trop fêtarde. J'aime le monde de la nuit, j'aime bien sortir, j'ai 39 ans et je sors encore. Bon, je suis une bonne vivante, excusez-moi. Ensuite, j'accorde beaucoup trop d'importance à mon apparence, je suis superficielle. J'aime les belles choses, je suis un petit peu, matérialiste. Ok, ouais, je travaille pour. Voilà la liste de mes défauts. À vous de me dire si vous considérez que ce sont des défauts. Cette femme illustre parfaitement la dérive du narcissisme moderne. Elle transforme ses pires défauts en trophées. À 39 ans, elle revendique son égoïsme, son matérialisme et son manque d'humilité comme des preuves de réussite. Mais ne vous y trompez pas, ce qu'elle appelle sa meilleure version est un profil à haut risque pour n'importe quel homme. Une femme qui place son plaisir personnel au-dessus de tout et qui refuse toute remise en question est incapable de bâtir quoi que ce soit de solide. Elle ne cherche pas l'amour, elle cherche une validation constante pour combler ses insécurités passées. Messieurs, apprenez à identifier ces signaux. La confiance en soi n'est pas l'arrogance, et l'indépendance n'est pas une excuse pour être toxique. Je vais me faire passer pour la folle du bus, mais c'est pas grave, j'ai séquestré mon mec. En fait, j'étais en couple pendant 4 ans avec un mec et tout, et il s'est passé plusieurs trucs, il m'a trompé, tout ça, bref. Un mec infidèle quoi, c'était grave une relation toxique et en fait un jour je crame qu'il me trompe avec ma meilleure pote. J'ai commencé à disjoncter, c'était n'importe quoi dans ma tête. Moi je me suis dit je vais lui faire une dinguerie, je vais niquer sa vie. Il faut savoir que je suis déjà allée en psychiatrie, il sait que je suis disjonctée dans ma tête et en fait il fait l'erreur de me tromper avec ma meilleure pote. Non. Maintenant, c'est le jour de mon anniversaire et tout. Je décide de faire mon anniversaire entre filles dans une love room, tout ça, entre girls, tout ça. Et le soir, je dis à ma meilleure pote de rester là. Parce qu'avec mes autres copines, j'ai trouvé une disquette. Je lui ai dit qu'on allait chercher je sais pas quoi, qu'il fallait qu'elle attende. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon mec d'aller à la love room parce qu'il pensait que j'étais là-bas en fait, que mes copines elles étaient parties. Maintenant je vois ils sont ensemble, tout ça, je les laisse un peu profiter, t'as capté, genre de profiter Hassoul. Maintenant fallait que j'arrive au moment où ils sont en train de passer à l'acte. J'ai pas compris, j'ai pris l'extincteur, je les ai tous gazés. J'ai gazé tout le monde, j'en ai rien à foutre.
Quand je vous dis, j'en avais rien à foutre. J'ai mélangé tout le monde. Je lui ai sauté dessus. J'ai pris les gâteaux, les bougies. Je lui ai mis dans les... j'ai tout mélangé. Tout ce que je voyais là, je le mettais dans sa gueule. Faut savoir que mes autres copines étaient au courant de mon plan. Ça fait que 3 jours avant, j'avais acheté des menottes à Action. Là, vous voyez les petits jouets. Je les ai pris. On les a attachés. Mais sinon, c'est pas drôle. On les a rattachés comme ils étaient à l'acte. Hassoul dans la position où ils étaient. On les a menottés comme ça, je n'avais rien à foutre. Après, c'est pas drôle. Hassoul, je prends mon téléphone. Je les filmé tout, histoire d'animer un peu ma story privée pour celles qui n'étaient pas là. Et puis, je les enferme. Du coup, ils ont passé toute la soirée, toute la nuit comme ça, en fait. Après, l'histoire, elle se finit pas là, c'est pas drôle. Ils ont porté plainte contre moi. Je me suis fait... comment on dit là? On m'a perquise à 6h. Et là, en fait, je suis dans la merde. Complètement. Messieurs, écoutez bien cette histoire, car elle contient une leçon vitale sur le contrôle de soi. Voici une femme qui, après avoir découvert l'infidélité de son partenaire avec sa meilleure amie, décide de basculer dans la criminalité pure sous couvert de vengeance. Gazage à l'extincteur, séquestration avec des menottes, humiliation filmée, elle pensait reprendre le pouvoir, elle a simplement donné les clés de sa liberté à la justice. Dans une dynamique de haute valeur, la trahison de l'autre est un signal de sortie immédiat, pas une invitation au chaos. En devenant l'agresseur, elle a effacé la faute de son ex et s'est mise elle-même dans le pétrin. La leçon est simple. Ne laissez jamais les actions d'une personne sans loyauté dicter votre propre comportement. Si vous réagissez avec violence, c'est que vous êtes encore l'esclave de vos émotions et de la personne qui vous a blessé. La vraie force, c'est de savoir partir sans un regard en arrière, en laissant les traîtres à leur propre médiocrité. Ne finissez pas comme elle, à échanger votre avenir contre quelques minutes de rage inutile. Protégez votre cadre, protégez votre liberté. Je me suis mariée en 2021. Ma belle-sœur, on était en train de parler hier. Je disais bon courage ma chérie, bon courage pour trouver ton futur mari parce que, en fait, cette génération, faut beaucoup être des hommes et des femmes de prière parce que c'est compliqué. Dites-vous, moi, je me suis pas mariée dans le Seigneur. Hein. Je me suis mariée dans le monde. Mais je remercie et je rends grâce à Dieu que je me sois mariée en 2021. Parce que je rends grâce à Dieu parce que, en plus, déjà, l'homme avec qui je me suis mariée, il n'est pas le même maintenant. Sur son chemin, il a rencontré le Seigneur et gloire à Dieu. Non, franchement, Seigneur, Seigneur, merci parce que il a fait un énorme changement dans la vie de mon mari. C'est pour ça que je dis bon courage à vous, mais avec le Seigneur, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez faire les warriors et prendre des gens qui n'ont aucun souci du Seigneur, qui quoi que ce soit, et vous dire, ok, je vais le changer. Non. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, c'est pas vous qui changez les gens. Mais, en tout cas, vraiment force et courage parce que cette génération est pervertie de malades. Cette génération appelle le mal bien, appelle le bien mal. Cette génération ne veut plus du mariage comme si c'était... pourquoi on va se marier, ça sert à quoi? On vit déjà ensemble, ça sert à quoi? Or que c'est ce que Dieu, il a institué. Et maintenant, ça devient vraiment n'importe quoi. Les gens se paxent. Moi, personnellement, je suis pas du tout pour le pax. C'est mariage ou rien. En fait, il n'y a pas de au cas où. Quand tu te maries, c'est pour le meilleur et pour le pire et jusqu'à ce que la mort vous sépare et jusqu'au retour de Jésus. Voilà. Et en fait, le mariage, c'est l'image de Christ et son épouse. Donc, c'est magnifique en fait. Oui, c'est compliqué. C'est dur, c'est très dur, c'est très très dur. Le mariage, c'est pas pour les enfants, c'est pour les gens matures. Tu deviens de plus en plus mature dans ton mariage en fait. Mais en tout cas, s'il vous plaît, ne banalisez pas le fait de faire vos vies sans vous marier, de faire des choses sans vous marier. S'il vous plaît, arrêtez de banaliser ça. C'est pas ce que Dieu il a demandé. Donc voilà, soyez des hommes et des femmes de prière et bon courage à vous, bon Hunger Games. Bisous. Ah oui, et au cas où, croyez pas que je suis meilleure que vous. Hein. Si je dis ça, c'est parce que on a eu un pasteur en plus ce week-end qui disait que il faut se marier, mais il faut se marier bien. Donc ça sert à rien de se marier trop tôt si tu te maries mal. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir le bon conjoint, la bonne conjointe. L'important c'est de bien se marier. Le mariage est-il devenu une institution obsolète ou le dernier rempart contre une génération en perdition?
Aujourd'hui, on vous vend le concubinage et le pax comme des alternatives modernes, mais la vérité est plus sombre. Nous vivons dans une ère qui refuse la responsabilité. Cette intervenante a raison sur un point fondamental. Le mariage est une institution pour adultes dans un monde qui encourage l'éternelle adolescence. En supprimant le caractère sacré de l'union, on a transformé les partenaires en produits interchangeables que l'on consomme tant qu'ils sont confortables. Mais attention au piège, ne croyez pas que vous pouvez transformer un homme sans principe en mari exemplaire par la simple force de votre dévotion. Le changement radical est une démarche individuelle, pas un projet de couple. Messieurs, la leçon est claire. Dans un monde qui appelle le mal bien, votre valeur réside dans votre capacité à tenir un engagement là où les autres s'enfuient. Ne cherchez pas à bien vous marier par pression sociale, mais par choix stratégique et spirituel. Le mariage n'est pas une prison, c'est une forteresse, à condition de choisir une partenaire qui comprend que la loyauté n'est pas une option, mais le fondement même de la civilisation. Dans cette génération perverse, l'engagement total est devenu le luxe ultime. Chers hommes, les filles vous réclament de l'argent, n'est-ce pas? Elles veulent que vous vous occupiez d'elles, que vous ayez l'argent, que vous les aidez à payer leurs ongles, leurs perruques, leurs coiffures, tout ça, tout ça. On vous a déjà instrumentalisé, vous êtes devenus les porte-monnaie. Bon, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment tirer bon profit de vos investissements. Parce que tu ne peux pas donner l'argent comme ça cadeau. Tu peux pas seulement prendre une fille comme ça, tu commences à lui donner tout l'argent. Il faut que tu puisses en tirer le maximum de bénéfices, sachant qu'elles le font aussi. Tout ce que je vais dire là est vrai. C'est parti. Première chose, premier critère. Si une fille veut ton argent, elle doit correspondre à tes critères physiques. Oui. Elle doit correspondre à tes critères physiques. Elle doit être exactement physiquement le genre de femme que tu aimes. C'est-à-dire, si tu aimes les grosses poitrines, elle doit avoir une grosse poitrine. Si tu aimes les grosses fesses, elle doit avoir les grosses fesses. Si tu aimes les grosses poitrines avec les grosses fesses, avec un ventre plat, elle doit avoir une grosse poitrine avec les grosses fesses, avec un ventre plat. Voilà. Et naturellement, s'il te plaît, pas de BBL, pas d'injection, pas d'apétamine. Naturellement, oui. Parce que, je vous dis ça, mais en plus, les filles font ça. Oui, quand on vous choisit là, on choisit, on regarde, est-ce que celui-là est musclé, est-ce qu'il va à la salle, est-ce qu'il peut me protéger de tous les bandits de Yaoundé. Donc, n'hésitez pas à faire la même chose. Il faut qu'elle sache cuisiner ce que tu aimes manger. Je n'ai pas dit que la place de la femme, c'est la cuisine. Mais il faut qu'elle sache cuisiner tous les plats que tu aimes manger. Tous les plats. Donc, si aujourd'hui tu veux manger le cuit, elle doit savoir préparer le cuit. Si demain tu veux manger le héros, elle doit savoir préparer le héros. Si demain tu veux manger les patates avec les yeux d'éléphant, elle doit savoir préparer. Tout ce que tu aimes manger, elle doit savoir préparer. Et ça doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc si tu te réveilles la nuit comme ça là, tu sors d'un grand cauchemar. Tu dis que, oh chérie, vraiment j'aime de manger les pommes avec la queue de bœuf. Elle doit se préparer. Pas la nourriture au chauffeur. Elle doit préparer, oui. Parce que tu ne peux pas donner ton argent seulement comme ça. Non, tu ne peux pas donner ton argent seulement comme ça. Tu ne peux pas seulement passer dans le ventre, dans l'air, dans ses perruques, dans ses ongles. Ça. Si tu utilises pour avoir l'argent, tu dois aussi l'utiliser pour bien manger. Oui. Troisième chose, elle doit être belle naturellement et maquillée. Parce que les filles n'aiment pas les gars. Les filles n'aiment pas les gars. Et quand tu es laid et qu'elle prend ton argent, elle va chercher un regard qui est beau pour se satisfaire, vous voyez un peu. Donc, la fille que tu vas prendre qui veut ton argent, là, elle doit être bien et naturellement et maquillée. Oui, on ne met pas les surprises. Tu ne dois pas te lever le matin comme ça parce qu'elle a enlevé son maquillage le soir, tu t'effraies. Non. Elle doit être propre, bien belle sur le visage. C'est-à-dire que quand elle marche là, on dit que oui, c'est la go de Atangana. C'est ça. Belle naturellement et maquillée. Voilà. Faut pas que... On ne met pas les transformations. On ne met pas les ladybirds, tout à Spice. Quatrième critère, elle doit bien s'habiller, elle doit bien s'habiller. Et ce n'est pas avec ton argent qu'elle doit s'habiller. C'est-à-dire que tu dois trouver que elle sait déjà bien s'habiller. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est que tu dois trouver qu'elle est déjà comme ça. Et maintenant, tu lui donnes l'argent parce qu'elle est comme ça. Parce que, voilà, elle doit savoir bien s'habiller. C'est-à-dire que même quand elle porte les habits traditionnels là, en pagne et tout, d'être pas le cabas. Sauf si c'est pour la réunion. Mais pas le cabas, elle doit bien s'habiller. Elle doit, donc, c'est-à-dire que quand elle marche, on sent que oui, c'est soi. Comme ça, tu sais où ton argent part. Tu es sûr que
ton argent n'est pas en train de partir chez ses copines avec qui elle mange au restaurant pour t'insulter. Tu es sûr que ton argent contribue à ce qu'elle s'habille bien. Tu vois un peu. Donc, elle doit bien s'habiller avant qu'elle ne commence même à te demander que oh, il veut 1000 francs. Elle doit bien habillée. Parce qu'on n'invente pas l'argent. Vous prenez où? Elle vous demande tout l'argent là, vous prenez ça où? Comme elles veulent l'argent là, vous devez aussi vouloir. Il faut aussi vouloir et n'hésitez même pas à vouloir. En plus, elles font tout ça. Toutes nos amies, même j'ai les amis, chaque fois qu'elles me conseillent, me disent que oh, vraiment il faut prendre un gars à ton niveau, il doit être musclé, il ne doit pas être trilingue, parler anglais, français, espagnol, machin. Non, n'hésitez pas à avoir vos critères. Ayez vos critères. Ayez vos critères. Qu'on ne vous dise même pas que oh, vraiment les hommes sont méchants parce qu'ils jouent sur le physique, ils veulent seulement les filles qui ont les. Oui, vous voulez les filles qui ont les fesses. Parce que la fille qui a les fesses là, tu peux donner l'argent de ses fesses, non? Voilà. Et dernier critère, c'est-à-dire que au moins un membre de son arbre généalogique doit soit avoir été riche, soit avoir eu une Tesla. Oui. Parce que la richesse est héréditaire, donc tu peux savoir que ce ne sera pas une fille qui va seulement se reposer ton argent toute ta vie, non. Non, elle va pas se reposer son argent toute ta vie, pour ne pas vivre comme ça que tu vas la rationner jusqu'à vos 99, quand la tombe, tu vas aussi rationner ses os. Non, non, non. Comme la richesse est non héréditaire, il faut que je te rassure qu'au moins un membre de sa famille a été riche ou bien a eu une Tesla. Ce n'est que lorsque tous ces critères-là sont validés et tu peux encore ajouter ta part, que tu peux accepter donc maintenant de commencer à voir combien tu vas donner par mois pour qu'elle soit encore plus belle, encore plus jolie. Qu'elle te représente encore plus. Voyez un peu, non? Voilà. Tous les conseils que je viens de vous donner là, ce que les filles font. Donc n'hésitez même pas, n'hésitez jamais à faire ça. N'hésitez pas. Messieurs, il est temps de changer de logiciel. On vous a appris que donner sans compter était une preuve d'amour, mais dans le monde réel, c'est une preuve de faiblesse. Si vous êtes devenu le porte-monnaie pour les ongles, les perruques et le train de vie d'une femme, vous devez exiger un retour sur investissement. Pourquoi accepteriez-vous de financer une vie de luxe sans que vos propres critères ne soient validés à 100%? Si elle veut votre argent, elle doit correspondre exactement à vos standards physiques, sans artifice. Elle doit savoir cuisiner ce que vous aimez, quand vous le voulez. La générosité masculine n'est pas un dû, c'est une récompense. Les femmes ont des critères de sélection impitoyables sur votre taille, vos muscles et votre compte en banque. Il est temps que vous fassiez de même. Ne donnez pas votre capital à une femme qui ne sait pas vous représenter ou vous servir. Assurez-vous qu'elle apporte une valeur réelle à votre quotidien, et pas seulement des factures à payer. Un homme de valeur ne fait pas de cadeaux, il investit dans une partenaire qui améliore sa vie. Si les critères ne sont pas remplis, gardez votre argent et investissez sur vous-même. La richesse est héréditaire. Ne la gaspillez pas pour des plaisirs éphémères. Soyez le patron de votre propre marché relationnel.